Bonjour à tous et bienvenue sur le Hormescast numéro 3. Aujourd'hui, on se retrouve avec Baptiste, mon cher Baptiste. Alors, Baptiste, c'était un collègue quand on a passé notre formation de coach ensemble. Donc, vas-y, Baptiste, je te laisse te présenter. Écoute, moi c'est Baptiste, j'ai 26 ans et puis comme tu as dit, on a fait notre formation de coach ensemble et puis on se connaît depuis ce moment-là. Moi je fais du CrossFit depuis un peu plus de 3 ans, je suis coach en CrossFit, j'ai fait beaucoup de judo, beaucoup de musculation avant ça et depuis voilà, un peu plus de 3 ans je me suis mis dans le CrossFit et voilà, je coach là-dedans, je m'éclate là-dedans et j'accompagne au quotidien des personnes pour qu'ils performent au mieux possible dans cette activité que je trouve fabuleuse, on va dire. Ok. Donc, toi aussi, tu fais du CrossFit, mais tu t'es un petit peu spécialisé aussi dans la gestion de la douleur, la gestion comment dire, l'entretien de son corps, en fait, dans toutes ces parties, voilà, mobilité, souplesse, etc. Exactement, ouais. Je me suis rendu compte, quand j'ai commencé le CrossFit, je me suis rendu compte que cette discipline demandait beaucoup de prérequis, notamment d'un point de vue articulaire, d'un point de vue mobilité, etc. Que beaucoup de personnes, dont moi, y compris, manquaient de ces choses-là. Donc j'étais confronté à pas mal de frustrations à mes débuts en CrossFit. J'arrivais pas à réaliser certains mouvements. Ça parle à certains qui nous écoutent, tu vois, tout ce qui est snatch, tout ce qui est overhead, etc. J'avais vraiment du mal, j'étais vraiment verrouillé. Du coup, je me suis dit, je vais me former là-dedans, je vais réussir. Et du coup, j'ai réussi. Et du coup, maintenant, j'axe vraiment mon propos sur la mobilité, sur la prévention des blessures auprès des crossfitters pour qu'ils puissent s'exprimer de la manière la plus efficace possible. Voilà. Ouais, nickel. Mais écoutez, vous avez toutes les informations sur Baptiste du coup qui vont apparaître dans la bio. Donc si vous avez des douleurs ou vous rencontrez des problématiques, que ce soit vous êtes des crossfitters ou même des power, je pense que Baptiste pourra vous aider, vous donner des axes d'amélioration à ce niveau-là. Donc toutes les Bien sûr. informations en bio. Donc Yes. pour justement lancer le sujet du podcast, il y aura plusieurs sujets, mais le premier du coup ça va être le CrossFit, une discipline très connu mais très méconnu par le grand public, avec beaucoup de clichés et beaucoup de choses qui sont sûrement fausses. Et voilà pourquoi enfin, le grand sujet d'aujourd'hui, ça va être le CrossFit. Et je laisse du coup Baptiste me présenter un petit peu qu'est-ce que le CrossFit et me parler un petit peu de ce fabuleux sport. Alors, ouais, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire. Le CrossFit, si je reviens vraiment à très, très loin et tout, c'est une activité qui est née aux États-Unis dans les années 70, de mémoire. Je ne saurais plus exactement les dates, mais c'est dans ces eaux-là. Et ça a été codifié de base, c'était une méthode d'entraînement pour les forces de police américaines. Bon, ça vient de là. Et ensuite, voilà, ça s'est démocratisé, surtout à partir des années 2000, aux États-Unis d'abord, puis c'est arrivé en France, surtout aux années 2010. Et là, c'était depuis allez, un petit 5, 8, 10 ans que c'est vraiment devenu ce que c'est aujourd'hui, quoi. Donc voilà un petit peu d'où ça vient. Et puis, pour te présenter un peu, ou pour présenter à ceux qui connaissent pas trop, l'essence même pour moi du CrossFit, c'est l'entraînement fonctionnel. C'est un petit peu le mot qui est à la mode Ouais, c'est ça. beaucoup en ce moment. On entend beaucoup ça, mais c'est vraiment ça à la base du CrossFit, hein. Aujourd'hui, dans une salle de CrossFit, on apprend aux gens à bien bouger, à mieux bouger. C'est un petit peu comme ça que je le conçois. Personnellement, moi, je vois le CrossFit comme une activité qui s'apparente j'aime bien dire ça, moi, à la préparation physique de la vie. C'est un petit peu ça de la manière pour laquelle je le vois. C'est-à-dire que si tu fais du CrossFit de manière régulière, en étant bien encadré, alors pour moi, tu es capable de faire à peu près n'importe quelle activité physique, plus ou moins longue. C'est par exemple, je sais pas, aller courir 2, 3, 4, 5, 10 km sans que tu sois essoufflé au bout de 5 secondes, réaliser une sortie vélo avec tes enfants, aller faire de la randonnée en vacances, pouvoir soulever une charge plus ou moins lourde sans que tu sois flingué une épaule ou un dos. Tu vois, pour moi, c'est ça le CrossFit. Ça te prépare à n'importe quelle chose dans la vie. Et c'est ça l'essence même du CrossFit. D'accord. Du coup, on va dire que le public, comment dire, que voilà, le public cible des box de CrossFit, même le public qui fréquente ces box-là, généralement, ça va être quoi en moyenne Dans les salles de CrossFit, c'est monsieur, madame, tout le monde. Ouais. Ça va du très jeune, je crois, dans ma salle, le plus jeune, il doit avoir, je sais pas, 13 ou 14 ans, je crois. Et jusqu'à 70 ans, voire même plus. Enfin, il y a plein, 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 un grand panel très, très large. Et en fait, il faut vraiment distinguer ce CrossFit un peu sport santé, préparation physique, fonctionnelle, etc., du CrossFit performance, qui est malheureusement, enfin malheureusement, moi c'est ce que je fais, mais on va dire que le CrossFit performance, c'est celui qu'on voit sur les réseaux.
tout ce qui est butterfly, etc. C'est tout ce qu'on voit sur les réseaux, mais en soi, c'est pas du tout ce qu'on retrouve de manière récurrente dans les salles de CrossFit, quoi. C'est un petit peu faux de la réalité. Ouais, parce que tu vois, une idée reçue et malheureusement qui est reçue, mais qui peut, comment dire, être malheureusement appliquée dans certaines boxes, c'est de, comment dire, de vouloir inculquer à monsieur, madame, tout le monde ce genre de pratique qui, Ouais, du coup, va être un peu délétère vu que bah, structurellement, ces personnes ne sont pas forcément aptes à pratiquer ce genre de choses. Et comment dire, en fait, la progressivité ne se fait pas toujours. Moi, j'ai eu pas mal d'échos de, voilà, de box de CrossFit, tu sais, qui vont avoir des adhérents et en fait, ça va être la même chose pour tout le monde. ouais, Voilà, que tu sois avancé ou débutant, vieux ou âgé, en fait, c'est un peu pareil pour tout le monde. Et moi, je trouve que c'est là comment dire, la problématique qu'on peut rencontrer dans ce sport. Mais du coup, c'est pas vraiment ce sport en fait le problème. Ça va être plus bah, les personnes qui vont mieux, l'enseigner ouais, si elles vont comprendre un peu les enjeux déjà. Parce que bah, typiquement, tu parlais des butterfly pull-up. Je pense que pour une personne du coup qui commence le CrossFit ou je sais pas, qui a pas forcément les épaules avec la structure ouais, c'est nécessaire à clair. encaisser ce genre de choses, voilà, je pense pas que dans une bonne box de CrossFit, on arrive et on lui dit AMRAP, enfin, tu Non, vois, mais c'est clair, genre, après, tu la défenses quand tu fais ça. c'est ça, c'est ça. Et ça, je pense que c'est le cliché que beaucoup de personnes ont sur les réseaux. Souvent, on voit généralement, voilà, le mec qui fait son CrossFit de préparation, en fait, pour préparer sa compétition, il fait ses butterfly. On va voir directement, ouais, je sais pas, des trucs comme no rep ou alors, ouais, il va se démonter les épaules. En fait, c'est là où j'aimerais que tu développes un petit peu, c'est sur la structure en fait, sur ce que tu construis, comment dire, quand tu fais du CrossFit et ce que tu es capable d'encaisser. Et moi, je te ferai des petits parallèles avec la force juste après, mais faut Ouais, faire comprendre aux gens que s'ils le font, c'est qu'ils peuvent le faire. exactement. Malheureusement, pas Mémé qui vient de commencer le CrossFit, c'est ça le problème. Mais du coup, voilà. Bah, en fait, pour moi, c'est comme je disais, hein, il y a vraiment une différence entre le CrossFit sport santé et le CrossFit performance, le CrossFit compétition. C'est celui qu'on voit sur les réseaux, c'est celui dont moi je suis adepte parce que moi je suis un compétiteur et j'aime ça. Mais là, pour le coup, et enfin, c'est clair, on sort complètement du cadre fonctionnel. D'où le fait que beaucoup critiquent les crossfitters pour tout ce qui est mouvement de keeping, de butterfly ou même en altéro de barbell cycling parce que Ouais. forcément on sort de ce cadre fonctionnel, quoi, et c'est ce qui est normal en fait. Mais en fait, pour faire ça, moi, il faut juste remettre du contexte. Dans un WOD en CrossFit, en fait, on te demande de réaliser une série d'exercices, souvent le plus rapidement Plus possible, rapidement. ou d'effectuer le plus de tours possible. Voilà, c'est tous les formats AMRAP, 4Time, etc. Et pour être le plus efficace possible dans ces formats, pour s'économiser physiquement, il existe donc des techniques comme le butterfly ou le kipping qui te permettent de réaliser ces mouvements de façon plus efficace. Mais, et c'est là où je veux en venir, ça c'est la face un peu visible de l'entraînement en CrossFit, mais tu vois, si je prends un peu l'exemple de la boxe dans laquelle je coach, je pense qu'on peut dire que 70%, voire même 80% du travail dans l'entraînement, il est réalisé en strict. Ouais, c'est sous forme Et de voilà, renfort et de en forme de construction. Ouais. renfort, de strict, de mobilité, etc. Et une fois que une fois que nous on estime en tant que coach que la personne a atteint un niveau correct de renfort, de mobilité, etc. Et ben là alors on peut là lui dire ok là ok tu peux y aller, commencer à bosser un peu le keeping, etc. Et même moi personnellement dans mon entraînement perso moi je maîtrise tous les mouvements de keeping, etc. Mais mon entraînement il est majoritairement constitué de travail en strict, de renfort, de force, de mobilité, Ouais. et voilà en fait. Donc c'est un petit peu ça en fait. On met vraiment beaucoup en avant le CrossFit sur les réseaux sociaux avec le butterfly, etc. Mais en fait, il faut savoir que derrière ça, avant de maîtriser tous ces mouvements-là, il y a un gros travail de renfort. Et comme tu l'as dit, ça va dépendre beaucoup de la box dans laquelle tu es. Mais en tout cas, je sais que dans la mienne, dans notre vision du CrossFit, en fait, c'est cette vision-là. C'est d'abord du renfort, d'abord la mobilité. Et une fois qu'on t'a dit, OK, le feu vert, tu peux aller bosser ça, et là, tu peux y aller, quoi. Hmm. Bah, c'est Et hop. intéressant ce que tu dis parce que justement, en fait, c'est pareil dans tous les sports. Si on regarde la force, Ouais, qu'est-ce qui est critiqué dans la force? C'est le low bar, c'est le pontage, c'est ouais, bien sûr. le deadlift sumo. En fait, et qu'est-ce qui est critiqué du coup? C'est l'optimisation. En fait, dans le CrossFit, ça va être exactement la même chose. Au lieu de Ouais, faire une pull-up stricte, ils vont essayer de faire un maximum. En gros, si on simplifie, hein, ils vont essayer d'en faire un maximum. Et pour en faire un maximum, en ayant, bah, du coup, c'est quoi? C'est le menton qui passe ou ouais, c'est c'est le menton, ouais. Ouais, c'est ouais, ça. pour avoir le menton qui passe, comment ils font? Bah, ils optimisent leur mouvement c'est un mouvement en synergie, enfin, genre Ouais, où ça, tu utilises tout c'est ça. tu Il utilises tout ton, utilise ouais, tu un utilises tout ton ralentissement. corps.
Ouais, tu utilises tout ton corps pour réussir. Donc, c'est exactement ce qu'on fait en force avec le low bar, etc. C'est des techniques d'optimisation. Maintenant, que tu sois du coup débutant en CrossFit ou débutant en powerlifting ou même débutant dans tous les sports que tu veux, tu commences à bosser ta technique et à construire en fait ton physique et ta structure en faisant du strict et en faisant quelque chose de simple en fait, Ouais. sans optimisation. Techniquement, moi, quand je reçois quelqu'un qui veut commencer le power, mais qui a pas d'année de musculation, qui a même pas un background sportif énorme, je vais lui dire, bah, écoute, déjà, rehausse un peu ta barre, tu vois, et apprends Ouais. à faire un vrai squat, apprends à faire un vrai bench, etc. Et ensuite, après ça, on découlera une technique beaucoup plus optimisée. Donc, pour ceux qui critiquent le CrossFit par rapport à ça, regardez déjà votre pratique, les gars. Votre pratique est sûrement super optimisée aussi, sauf que, bon, c'est devenu le cliché, et généralement, les clichés, ça aime rester parce que c'est drôle, ça fait rire les gens, mais au Ouais, final, ouais, c'est pas très cohérent, quoi. bien sûr. Donc, et moi, si je devais dire quelque chose, honnêtement, le CrossFit, je pense que c'est un des sports que, si je devais le faire, voilà, si je devais faire un sport santé, c'est vraiment le sport que je ferais. Alors, bien sûr, le CrossFit, comme moi je l'entends, avec voilà, du strict et comment dire, pas dans une recherche d'optimisation du mouvement, justement, si c'est comment dire, dans le cadre d'un sport santé, parce que les structures ont toujours comment dire, une fin ou genre il y aura toujours, comment dire, ce mouvement où tu vas aller un petit peu trop loin dans l'optimisation et tu peux Ouais, bien créer sûr. des douleurs et créer des manques d'adaptation, en fait. Donc, moi, je resterai dans ce cadre-là, mais franchement, pour moi, le CrossFit, c'est un sport plus que validé euh, Je suis dans, d'accord. dans, dans le cadre du sport santé. Et je comprends ce que tu veux dire, sauf que bon, je suis un power, donc fais-moi faire un WOD. Je pense que je ne reviendrai pas. Ouais, mais tu vois, moi, il y a aussi un truc qui me vient en tête là, c'est quand tu parles de sport santé, etc. Mais moi, j'ai vraiment cet exemple-là de mes parents qui font du CrossFit, enfin, surtout mon père, Ah ouais. qui a 2 ans ne faisait pas de sport, c'est un chauffeur routier, etc. Il avait pas mal de douleurs au genou, il avait un peu de ventre, etc. Et tu vois, il vivait bien, tu vois, on peut dire ça comme ça. Il s'est mis au CrossFit avec moi, tu vois, il vient à mes cours, etc. Il fait ça une fois ou deux la semaine. Et déjà, il a perdu du poids et puis il a beaucoup moins de douleur au genou, etc. Mais je vais dire, ce que je veux dire par là, c'est qu'à mon père, je lui fais pas faire ce que moi je fais à mes entraînements, moi perso, tu vois. Je lui fais pas faire de butterfly ni autre. Il fait des squats, je le fais courir un petit peu, il prend des barres modérées. Enfin, tu vois, j'adapte le CrossFit, j'adapte Bien sûr. l'approche CrossFit en fonction de son niveau. Et là, l'exemple que j'ai de mon père, mais cet exemple-là, je l'ai avec plein d'autres adhérents de la boxe, où bah oui, la séance du jour, le haut du jour va être le même pour tout le monde dans l'idée. Mais après, pour chacune des personnes qui vont venir à mon cours, bah, il y aura une adaptation. Bah, c'est toi, ok, toi, t'es bon, tu maîtrises bien les butterflies, ok, toi, tu vas les faire. Toi, tu es débutant, c'est mon père, par exemple, bah, toi, tu vas faire des tractions strictes avec un gros élastique. Ou alors, ce sera du tirage aux anneaux, enfin, peu importe. Il y a Ouais. plein de manières d'adapter la séance. Et pour autant, bah, en fait, chacun aura son compte à la fin de la séance. Et ils seront tous autant contents les uns des autres, en fait. Faut juste voilà, remettre un petit peu de contexte dans tout ça. Et c'est ça qui, pour moi, est important. Ouais, c'est intéressant et je pense aussi qu'il y a une part de comment dire, il y a une part de business aussi dans le CrossFit qui fait que bah, par moment en fait, peut-être par manque de moyens, certaines box vont en fait moins individualiser le travail, Ouais, je pense. vont plus globaliser en fait le travail au niveau du public et c'est ça qui peut devenir délétère dans la pratique. Maintenant, quand D'accord. on a une salle qui avance et qui a des moyens, qui a plusieurs coachs, donc la possibilité aussi de découper le travail, etc. C'est ça qui peut être intéressant. Donc je pense qu'il y a un truc qui est lié à ce niveau-là, mais je pense que c'est un autre sujet. Mais du coup, pour en revenir un petit peu à l'adaptation, il faut aussi qu'on Ouais. parle du coup bah, physiologiquement, en fait, qu'est-ce qui se passe quand je pousse mon corps dans une certaine amplitude ou ouais, en fait, quand je pousse mon corps dans un axe qui n'est pas forcément visuellement fait pour être exploré ou je ne sais quoi, qu'est-ce qui se passe au niveau des tissus? Faut qu'on explique un petit peu aux gens, voilà, cette adaptation qui se crée et pourquoi aujourd'hui dire à un gars qui fait du CrossFit depuis voilà, plus de 3 ans, qui fait ça bien, pourquoi il n'aura pas forcément de problème à faire des butterfly pull-up au niveau des épaules? Au niveau de la structure, si tu as envie de développer sur ça, et expliquer vraiment au niveau le plus Ouais, simplifié, tu vois, mais mais en fait, tout est qu'une question de progressivité. C'est-à-dire que, tu vois, je reprends encore l'exemple de mon père. Si devant mon père, je lui dis, OK, tu te prends la barre, tu commences à bouger tes épaules dans tous les sens, je peux te garantir à 99% qu'il va se flinguer les épaules. En revanche, si c'est une personne assez jeune et tout, qui vient en CrossFit régulièrement, que je suis depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, que je vois qu'il commence à bien bouger, etc., bah là, je peux lui amener progressivement un peu toutes ces techniques de butterfly, de keeping, etc. Là, je suis sûr qu'il n'y aura quasiment pas de souci hmm, parce que
il y a eu cette progressivité parce qu'il y a eu ce corps qui a réussi à s'adapter, parce que les tissus, les articulations ont eu le temps de s'adapter à ces mouvements-là. Et là, bah, OK, il est capable de réaliser le mouvement. Tu vois, c'est Mm. vraiment la notion clé pour moi, c'est la progressivité. C'est Ouais, ça je suis d'accord. qui va payer. D'accord. Et en fait, ce qui est plutôt dangereux dans ce genre de travail, ça va pas forcément être le mouvement lui-même, mais ça va être les désaxements, on va dire. Mhm. En haltéro, par exemple, il y a, comment dire, c'est un sport qui va pas mal créer de douleur. Bon, j'ai rencontré pas mal d'haltéros dans ma vie, ils me l'ont confirmé. Et c'est pas tant à cause de la charge ou je ne sais quoi, c'est parce que l'haltéro, si c'est pas un mouvement qui est standardisé à 100%, ce qui ne sera jamais le cas en fait, on peut pas Ah non, non. standardiser à 100%, mais en fait, il y a toujours ces petits désaxements qui peuvent créer cette petite contracture ou cette petite tension ligamentaire ou je ne sais quoi. Et en fait, justement, pour pouvoir du coup pratiquer ce genre de mouvement très très aléatoire en fait, parce que voilà, encore une fois, butterfly, bah, c'est assez aléatoire, tu vois, vu que c'est un peu dans la précipitation, Ouais, etc. bien sûr. Bah, ce qu'il va falloir faire, du coup, c'est vraiment renforcer sa structure, mais aussi standardiser son mouvement. Là où, du coup, un crossfitter avancé, un haltéro avancé, un forceux avancé, bah, en fait, aura cette capacité parce que vu qu'il répète, il répète, il répète, son Mm. mouvement est standard, donc beaucoup moins à risque. Sa structure a été développée, donc beaucoup plus solide, en fait, Mhm. beaucoup moins fragile. Et si vous regardez bien, hein, pour vous donner un exemple tout simple, pourquoi monsieur tout le monde qui ne fait pas de sport se blesse au quotidien en faisant des choses toutes simples. Pourquoi Papy Bernard, quand il se lève de son canapé pour aller chercher son Ricard, il se bloque le dos. Pourquoi? Bah justement parce qu'en fait, il y a eu ce manque d'adaptation structurelle, il y a eu déjà au niveau structurel, il y a eu l'inverse de l'hypertrophie, c'est Métabolique. il y a eu un catabolisme en fait qui s'est créé, genre forcément quand tu vieillis au niveau tissulaire, il y a les muscles une dégénérescence qui se crée. Ensuite, il y a eu ce manque d'adaptation. Bah, Papy Bernard, en fait, il s'entraîne pas à faire des squats, il s'entraîne pas à descendre au niveau des fesses, à remonter en extension. Mm. Et justement, dans le CrossFit, c'est ce que tu disais tout à l'heure, que tu fais avec ton père, mais que tu fais avec aussi Monsieur Tout le Monde, c'est faire bouger la personne, le faire aller aussi en adaptation vers des axes en fait de mouvements qui peuvent être potentiellement à risque. Typiquement, j'ai envie que Mémé elle puisse se lever de son siège sans avoir mal au genou. Bah, on peut commencer par la faire s'asseoir sur une box et lui demander de se relever. Et bien sûr, bien sûr. Toi, ton objectif, ça va pas être t'asseoir sur une box mais te relever, ça va être de soulever une barre au-dessus de ta tête. Bah, tu vas Mhm. travailler un peu plus en overhead, tu vois, genre, enfin, et justement, j'aimerais que tu développes un petit peu sur ça. Bah, spécifiquement, en fait, donne-moi un exemple de choses que tu pourrais faire avec Monsieur Tout le Monde, un truc qui se transfère bien et que toi, tu peux te faire à toi-même, enfin, histoire de donner un peu une idée aux gens de comment transférer en fait un renforcement sur son mouvement. Tu veux dire par là, pour être capable de faire un mouvement overhead, etc., c'est ce que tu veux dire? Par exemple, toi, ton Ouais. objectif dans la vie, ça va être de soulever plus lourd au-dessus de la tête, Ouais. tandis que l'objectif de Monsieur Tout le Monde, ça va être, ouais, je sais pas, de pouvoir ramasser un carton sans se faire mal, quoi. Et là où le CrossFit, du coup, et où le renforcement que le CrossFit permet va t'aider toi et va aider le public qui est complètement à ton inverse, tu vois, enfin à l'inverse. Donc, Bah, en fait, ça va être vraiment, tu vois, en CrossFit, il y a plein de mouvements différents. En fait, dans chaque exercice, en fait, il y aura des adaptations à réaliser. Donc, euh, donc, tu vois, si tu le disais, hein, tu vois l'exemple de la grand-mère qui s'assoit sur la box, bah, c'est une des adaptations. Tu vois. Donc, par exemple, pour moi, sur le WOD du jour, ce serait de réaliser des squats avec, je sais pas, un kettlebell de 32 kilos dans les mains, tu vois, d'en réaliser une vingtaine. La personne juste en dessous de moi, bah, elle réalisera peut-être la même chose, mais du coup avec un kettlebell, je sais pas, de 20 kilos. Tu vas diminuer comme ça. Une personne qui est complètement débutante, bah, ce sera déjà des squats à vide, ce sera déjà très bien. Et puis bah, mon père ou autre qui débute complètement le crossfit, bah, eux, bah, ce sera OK, bah, de réaliser un squat en descendant les fesses sur une box. Et en fait, bah, petit à petit comme ça, tu vas adapter les mouvements pour que bah, la personne puisse réaliser le mouvement et puisse bien faire la séance sans qu'elle se nique. Et que bah, progressivement, par contre, bah, l'objectif, c'est pas que mon père ou la personne reste sur le squat box toute sa vie. Bah, c'est bah, ouais, progressivement, tu l'amènes à descendre un petit peu plus bas. Bah, c'est la box, bah, tu la descends un petit peu, puis tu enlèves la box, tu mets un ballon par terre. Puis après, bah, ce sera des squats au poids du corps. Puis après, tu mets un haltère de 5 kilos dans les mains. Puis progressivement, comme ça, tu l'amènes à réaliser le mouvement. Donc, je me doute bien que ces personnes-là, ils arriveront peut-être jamais de leur vie à réaliser ce que moi je vais réaliser, mais c'est pas grave, parce qu'en fait, ils partent de tellement loin qu'en fait, juste de ouais, c'est passer ça. d'un squat box à un squat avec un poids de 10 kilos dans les mains, bah en fait, c'est super pour eux. Et en fait, pour leurs activités qu'eux pratiquent au quotidien dans la vie, bah, ça leur suffit largement. Ils n'ont pas besoin d'être capables de soulever un poids de 70 kilos dans les mains.
C'est pas ça qu'ils ont besoin dans leur vie. Ils ont juste besoin de réaliser un squat complet sans se niquer, de pouvoir potentiellement ramasser un truc par terre, le dos un peu rond, sans pour autant qu'ils se flinguent le dos, parce que ils sont habitués à bouger un petit peu comme ça. On en Et pour moi, c'est discutera de ça. ça. Voilà, si tu veux. Mais pour moi, c'est vraiment ça, quoi. Ouais, Voilà, c'est diminuer un petit peu les standards des mouvements pour que les personnes puissent être capables de les réaliser et progressivement les amener petit à ouais. petit à réaliser le mouvement complet comme on le souhaite. Très bien, très bien. Bon, pour tous ceux qui ont écouté jusqu'à là, du coup, enfin, maintenant, plus jamais je veux voir de clichés sur le CrossFit, parce que notre Baptiste national nous l'a très bien vendu. Nickel. Bah, écoute, je propose qu'on passe au second sujet que Yes, tu nous as préparé, mon chef. yes, yes. Du coup, sur le deuxième sujet, moi, je voulais vraiment parler un petit peu plus sur le power. J'ai des petites questions à te poser. Et les questions que je te pose, c'est les questions que moi-même, je me pose en tant que Je coach, me doute. athlète, etc. Donc, c'est pour ça que ça m'intéresse aussi d'avoir tes réponses. Du coup, j'avais une question première, c'était quelle est la place du cardio dans le power aujourd'hui? Est-ce que tu ressens un intérêt à en intégrer pour toi, ta partie perso, mais aussi pour tes athlètes? Est-ce que tu en intègres systématiquement à tes athlètes ou pas? Voilà, un petit peu quel est ton avis sur le cardio dans le Ok. power? Dis-moi un petit peu tout ça. Alors, du coup, pour structurer ma pensée, je vais déjà partir de moi avec moi-même. Donc, comment dans ma Ouais, vie, quelle est la place du cardio? Quelle est la place du cardio en tant que coach, du coup, envers mes athlètes et en manière générale, ce qu'on entend un petit peu. Donc, dans ma vie personnelle, déjà au niveau de mon vécu, j'ai été quelqu'un qui a fait énormément de sport avec du cardio intégré à l'intérieur. Donc, moi, j'ai fait ouais, 10 ans de foot. Enfin, je vivais cardio en fait. Je sortais ok. le week-end avec les copains au City, on faisait que ça de la journée et tout. Et en fait, pour moi, le cardio, c'est l'essence même de la santé. Un corps qui sait bouger en mouvement sur le long terme, sans être cramé, voilà, en gardant une continuité dans l'énergie, c'est un corps qui est en bonne santé. Aujourd'hui, moi, je me rends compte de plus en plus que je ne suis pas en bonne santé au niveau cardiovasculaire. Mhm. Et en fait, ça se traduit de différentes manières. Ça se traduit, ouais, un essoufflement un peu trop accentué lors de ma pratique personnelle. Voilà, c'est connu, mais quand tu mets plus de 5, 6 répétitions sur ta série, que ce soit pour toi ou pour tes athlètes, ça crie au scandale, ça crie au génocide, alors que non, pas du tout. En fait, on est censé réaliser ces 5, 6 répétitions. Alors c'est normal d'avoir un essoufflement et le cœur qui s'emballe parce on travaille sous forme enfin avec la manœuvre de Vassava, donc c'est normal que le cœur, vu qu'il est privé d'oxygène, comment dire, dès qu'on lui en redonne, il y a un gros afflux sanguin et le cœur se met à boum boum. Ça c'est normal. Par contre, ce qui est normal, c'est au bout de 5 minutes, t'as toujours pas récupéré ta série, tu vois. C'est pas normal ça. Et du coup là, c'est moi où je me suis dit, ok, c'est alarmant. Et même il y avait ce côté un peu antidépresseur du cardio. Et enfin, c'est super vaste, donc je vais essayer de pas trop m'étaler. Mais bref, moi, je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qui manquait un peu dans ma vie au niveau du cardio. Donc, ce que j'ai commencé à mettre en place, c'est déjà essayer de marcher beaucoup plus. Mhm. Aujourd'hui, j'ai une routine de marche tous les jours que je fais. Voilà, je suis pas fan du délire des 10 000 pas ou je ne sais quoi. Enfin, Mhm. ouais, le délire un peu névrotique, je suis pas du tout fan. Moi, je suis plus marcher pour faire plaisir à son corps et aussi pour Ouais, je suis prendre du d'accord. temps pour soi. Donc, on va dire que moi, ma pratique du cardio est plus à but ouais, une forme de méditation active. Mhm. Moi, je vais aller marcher en respiration nasale et Mhm. avec une musique très calme dans les oreilles, donc pour vraiment chercher une suractivation du système nerveux parasympathique, Ouais, bien donc sûr. pour vraiment, en fait, aller à l'inverse du power où on est dans un système très sympathique, on va Mhm. passer du côté parasympathique pour vraiment redescendre, en fait, et du coup, on va dire, faire un petit reset au niveau de ces réseaux nerveux, on va dire, là où ils vont être très impactés durant du coup notre sport parce que voilà, le power c'est très très nerveux et donc je sens déjà des effets très positifs. Je fais ça depuis 5, 6 mois. On va dire que ces effets-là ils vont être plutôt psychiques. Vraiment le fait d'être beaucoup moins dans un flou mental constant dû un peu à l'effort nerveux répété, beaucoup moins d'anxiété. Je pense que c'est Mhm. le fait d'être un peu plus yin et yang, tu vois, genre anxiété, tu vois, genre la balance est un peu plus rééquilibrée. Et je sens que je récupère mieux, mais j'étais pas assez satisfait. Donc là, depuis quelques temps, j'essaie de mettre en place un peu plus de courses.
donc d'efforts vraiment un petit peu plus cardiovasculaires. Mais c'est compliqué à gérer, tu sais, le business, l'entraînement, et si tu rajoutes toujours un truc, tu te retrouves à faire pro, parce que voilà. Donc l'objectif long terme, c'est peut-être diminuer un petit peu ma pratique de la force pour me concentrer un petit peu plus sur l'autre côté qui est l'effort cardiovasculaire. Pour vraiment rééquilibrer le tout et aussi amener un petit peu plus d'enthousiasme dans ma pratique sportive, qui peut être c'est là où je kiffe un peu le principe du CrossFit, c'est que tu vas jamais à l'entraînement en te disant ok, je fais la même chose que je fais hier et que j'ai fait avant-hier et que je ferai, tu vois, il y a ce délire un petit peu voilà, adhérence à l'entraînement qui est un petit peu plus développé. Donc ça, c'est pour ma pratique personnelle et comment je vois le cardio pour moi. Pour mes athlètes, alors j'impose jamais rien. J'impose jamais rien et je mets jamais de cardio directement sur la planif, mis à part si je connais mon athlète et je sais que mentalement, au niveau de sa psychologie, il y a un truc à retravailler au niveau de l'équilibre parasympathique-sympathique. Typiquement, une athlète qui va me faire part voilà, qu'elle est en dépression, donc que ça soit avéré ou pas. Ça m'est déjà arrivé, tu vois, des athlètes qui vraiment psychiquement ont des problématiques. Bah, je vais intégrer, tu vois, c'est un peu tiré de la naturopathie, c'est vraiment ces méthodes de méditation active, etc. Enfin, la naturopathie, comme on l'entend, pas le truc de prendre des plantes, je sais pas quoi. Donc ça, je vais l'intégrer un petit peu. Ça m'arrive de mettre 10 minutes marche au tapis, respiration nasale en fin d'échauffement. Vraiment, c'est du zone 2, mais zone 2-2-2, quoi. Genre, tu vois, vraiment de la récup active. Maintenant, en termes de cardio, j'ai déjà intégré des circuits training. Donc, c'est pour cet effet un petit peu réduction de la douleur. Vraiment, remettre un peu le corps en marche. C'est des personnes qui sont très raides, qui ont, comment dire, tendance à se blesser pour un rien, tu vois. C'est vraiment des personnes qui ont besoin de mouvement et qui ont besoin aussi d'un peu d'instabilité un peu dans leur entraînement. Parce que le power, on a tendance à dire que le power, c'est un sport à risque parce qu'en fait, c'est impressionnant au niveau de la charge, etc. Alors que c'est faux. Le seul risque qu'on peut avoir dans le power, c'est ce petit désaxement, en fait. Parce que le corps est renforcé sur un axe, mais dès que tu désaxes, il se retrouve du coup dans une position un peu complexe. Et du coup, c'est là où moi, je trouve ça intéressant du coup de mettre des petits circuits training. Du coup, quel est l'intérêt du cardio dans le power? Donc ça va être au niveau de la récupération, du coup, en dehors de l'entraînement, donc la récupération nerveuse et même le fait de faire du cardio, ça amène un afflux sanguin vraiment un peu plus conséquent. L'afflux sanguin amène les nutriments réparent. Si on doit un peu généraliser le mécanisme de la réparation. Donc en fait, le cardio va avoir cet effet du coup récupérateur en premier temps, récupérateur nerveux et récupérateur structurel, si on devait le définir comme ça. Et du coup, dans la pratique directement, comment dire, le cardio ne va pas du tout être spécifique, donc on peut s'en passer. Maintenant, de toutes les personnes que j'entends me dire leur témoignage là-dessus, d'avoir réintégré du cardio, en fait, on se rend compte que c'est quelque chose qui est clairement bénéfique. Et on peut faire sans, mais on devrait faire avec. Dans le sens où on a tous le temps de faire une fois du cardio par semaine. Et même, encore une fois, les gars, c'est bien d'être fort dans son sport, mais si c'est pour que vous claquiez dans 20 ans parce que vous avez fait un infarctus ou je sais pas quoi, genre vraiment, prenez soin de vous. Et franchement, c'est kiffant de faire autre chose que le power, justement pour le côté adhérence, se dire ma pratique sportive, ça se résume pas à faire du 3x3, quoi. Donc, c'est ce que je dis à mes athlètes, mais encore une fois, moi, j'aime donner des pistes, mais pas leur dire tu fais ça et tu me fais pas chier. Sinon, t'as pas d'athlète. et du coup, pour un point de vue global, c'est ce que j'ai dit juste avant. Le cardio va avoir une place importante si tu as décidé d'optimiser aussi ta récupération, mais sinon, c'est pas forcément. En fait, je trouve que tu l'as dit, hein, c'est sûr que le cardio a un réel intérêt. Hein, je me doutais bien forcément de ta réponse en te posant la question. Mais ouais, je pense que ça a vraiment un intérêt dans le power, dans le sens où attends, j'essaie de structurer un petit peu ma pensée. Comme tu l'as dit, en fait, la spécificité du power, c'est de soulever des charges lourdes. Hein, c'est vraiment ça, quoi. C'est pas forcément d'aller courir 20 km, c'est de soulever des charges lourdes. Néanmoins, comme tu l'as dit, tu devrais quand même être capable d'enchaîner 5-6 répétitions sans t'essouffler et puis sans terminer en PLS au sol après parce que tu as dépassé ça pour moi, c'est quand même important. Et du coup, je pense que intégrer un 30 minutes, 1 heure par semaine de cardio, je pense que c'est vraiment important. D'une part, comme tu dis, pour équilibrer un petit peu cet aspect sympathique, parasympathique, pour aussi te faire sortir un peu de l'aspect ça, tu vois, parce que quand tu vas tout le temps
dans ta salle, faire tes squats, faire ton bench, faire ton deadlift, bah, c'est bien aussi des fois de sortir un petit peu dehors, puis d'aller courir 30 minutes, ou enfin, peu Contact importe. avec la nature, c'est super Voilà, ou intéressant. même Ouais. juste, et puis courir, ça peut juste aller marcher aussi, tu vois, ça fonctionne aussi, hein, pas forcément d'aller courir 1 heure non-stop pour faire son cardio, c'est juste marcher, ça peut marcher très bien aussi, hein, y a aucun souci là-dessus. Il y a ça, et puis bah, je pense qu'aussi, bah, tu vois, d'un point de vue aussi, tu vois, dans le power, où t'as des phases où tu as des gros volumes d'entraînement à t'enquiller, et bah, le cardio, ça te permet aussi d'être capable de tolérer ce volume d'entraînement par le développement des mitochondries, par le Exactement. développement des capillaires sanguins, etc. Ça, c'est hyper important, et je pense que ça, c'est un peu sous-estimé parfois par certains athlètes en se disant, ouais, c'est chiant le cardio, 30 minutes, j'aime pas courir, etc. Mais je pense que c'est un petit peu sous-estimé d'un point de vue récupération, d'un point de vue tolérance à l'entraînement. Et je pense que beaucoup seraient surpris des bienfaits que ce serait d'intégrer juste un 30 minutes ou 1 heure Mm. par semaine de cardio dans l'entraînement. C'est un petit Après, peu. généralement, c'est quand tu testes que tu te rends compte que tu avais tort Ouais, depuis ouais, le départ, tu vois. ouais, Donc, bien sûr. bah, les gens qui nous écoutent, allez tester, hein, allez courir. Ouais. Maintenant, il faut aussi Et quand on dit souligner. tester, c'est pas tester qu'un jour, hein, c'est Ouais, tester c'est 3 ça. mois, 2 mois, C'est tester voilà. sur le long terme, mais c'est pas faire les cons. Moi, je suis un peu con. Quand je me remets à la course, je te tape des 10 km, mon pote, jusqu'à avoir des courbatures au dos pendant une semaine. Non, faut pas faire comme ça. Déjà, moi, j'ai un frère qui c'est son sport, il court. Il m'expliquait pas mal de choses. Et en gros, quand tu l'écoutes, comment dire, la course, c'est un sport qui est très traumatisant. C'est Ouais, très bien sûr. traumatisant pour ta structure et même pour ton organisme intérieur. Il m'expliquait des choses sur le fait que ça soit très traumatisant au niveau des intestins, etc. Bref. Donc, ne voyez pas non plus la course comme, voilà, c'est le sport santé. Hein. Non, si demain, vous ne courez pas et que vous tapez un 10 km, Bah oui, ça fringuer. vous allez vous dégoûter parce que votre corps, en fait, va vivre vraiment ça comme un stress. Moi, je sais ce que c'est parce qu'encore une fois, je suis con de ma pratique au niveau autre que le power. Je me mets toujours des races à base de grosse intensité. Mais non, non, c'est pas comme ça. Commencez déjà par, je sais pas, du coup, faire de la marche, voilà, une bonne marche active. Ensuite, commencez à vous mettre des petits objectifs de temps, genre, je sais pas, courir 20 minutes. Vous fixez pas, en fait, un objectif de kilomètres à réaliser, parce que, en fait, ce kilomètre à réaliser, ça va, si vous vous dites, ouais, je vais faire 5 minutes, 5 kilomètres, vous allez vous retrouver à courir pendant peut-être 1 heure. Si vous n'avez Ah ouais, vraiment non. pas. Donc, en fait, 1 heure de course, quand on n'en a pas du tout l'habitude, c'est ultra traumatisant. Mettez-vous, ouais, objectif 20 minutes de course, allure où je peux discuter avec mon collègue à côté, Exactement. histoire de vraiment être dans la zone, en fait, intéressante. Et à partir de ça, en fait, voyez comment tolère votre corps, voyez comment dire, l'augmentation de l'intensité que vous pouvez y mettre, si vous tolérez. Parce que plus on tolère, mieux c'est. Hein. Le but du jeu, c'est aussi de se challenger un peu dans son cardio, mais de façon progressive. C'est comme voilà, le vieux qui arrive à la boxe de CrossFit, il va pas faire du snatch, il va peut-être commencer par mettre un bâton au-dessus de sa tête et comprendre un petit peu le principe de placement des épaules, etc. Donc c'est la même chose pendant le cardio. Allez-y progressivement, mais en fait, vous aurez beau vous renseigner sur toutes les études du monde, entendre tous les témoignages du monde, si vous testez pas vous-même, vous saurez pas. Et ça vaut pour tout, que ce soit le cardio, la nutrition, le sommeil, etc. Exactement. Testez toujours, en fait, et tirez-en des conclusions, et Ouais, c'est puis ça vos. faut faire des tests, faut être curieux. Enfin, il Clairement. faut. Il faut, de toute façon. Enfin, moi, je suis convaincu des bienfaits parce que je l'ai testé sur moi-même, etc., du cardio, il Ouais, faut tester, il faut être curieux. ouais. Moi, Et pour. quand j'étais à ma période muscu, etc., j'ai testé plein de méthodes, de trucs, et je me suis rendu compte des choses qui étaient bien à faire et des choses qui n'étaient pas bien. Enfin, Exactement. il faut tester, parce que des fois, sur le papier, tu vas dire, ah ouais, putain, ce truc-là, cette méthode-là, elle est super intéressante, c'est génial et tout. Mais après, tu te rends compte qu'en pratique, bah non, c'est de la merde, quoi. Ouais, Pour ça, exactement. des fois, faut tester, quoi. Il faut tester. Et en plus, moi qui connais bien Baptiste, Baptiste, il a des fois, je me rappelle au BPGEPS, ce fou là, il sortait d'une garde de pompiers, donc il dormait pas de la nuit. Le mec, il se levait super tôt pour aller faire son entraînement, je sais pas quoi, parce qu'il s'entraînait avant d'aller à la formation. Il faisait la formation le soir, il avait un cross training, un bootcamp. Le mec, il enchaîne de fou. Et moi, je peux vous promettre que c'est pas une question uniquement de discipline et de résilience. Je pense que le mec, en fait, a un corps qui fonctionne vraiment au top, parce que en fait, il l'entraîne au quotidien. Moi, je sais que ce que fait Baptiste, je pourrais le faire, mais vraiment le soir, je sais pas si tu pourrais le faire 2 jours d'affilée.
Tandis que lui, il peut le faire parce que vraiment, il a cette structure en fait qui lui permet d'assumer son quotidien. Donc, voyez aussi ce côté-là. On est peut-être des power, mais j'espère qu'à côté, vous êtes autre chose qu'un power. J'espère qu'à côté, vous êtes, je sais pas, un étudiant aguerri, vous êtes un chef d'entreprise, je sais pas, vous avez tous une vie à côté. Et en fait, avoir un corps qui fonctionne, ça vous permet vraiment d'être d'être au top en fait sur tous les niveaux. Donc, je pense qu'on a fini la petite parenthèse sur le cardio, mais Ouais. faites du cardio, les gars, et encore une Allez-y. fois, progressivement à votre rythme. Très, très Exactement. bien. Entièrement Eh bien, d'accord. écoute, en parlant de récupération, moi, je veux lancer le troisième et avant-dernier sujet, qui Ouais. est la douleur. Donc, la Ouais. douleur, en ce moment, c'est un sujet qui, comment on peut appeler ça? Tu sais, le sujet un peu à la mode Ouais, par, complètement, ouais. par les kinés et même par la plupart des gens du monde du sport. Donc, on entend souvent, voilà, de nos jours, en fait, l'inverse de ce qu'on attendait avant. Typiquement, je vais donner un exemple, mais à l'époque, t'as une entorse, tu glaces, tu reposes. Alors qu'aujourd'hui, tu glaces surtout pas et tu reposes surtout pas. Donc, Ouais. je te laisse, Baptiste, débuter ce sujet. Je ne sais pas comment tu veux l'amener, mais peut-être nous donner une définition, enfin ta définition de la douleur Ouais. déjà. Ouais, ouais, bah après, donc, bah, la douleur, bah, c'est ça, tout le monde sait ce que c'est d'avoir mal, hein. T'as un cheminement nerveux qui se fait ou qui ne se fait plus, et du coup, bah, ça crée une réaction dans ton corps qui crée bah, du coup une douleur, une gêne, que ce soit articulaire, musculaire, tendineuse, enfin peu importe. Et, euh, et tu vois, bah, je rebondis un petit peu sur ce que tu viens de dire sur à propos de la glace. Avant, on disait, ouais, il faut glacer dès que tu as une douleur. Maintenant, il ne faut surtout pas glacer, il faut bouger, etc. Moi, mon avis un petit peu là-dessus, c'est que je ne suis pas forcément contre la glace, je ne suis pas catégoriquement contre. Et en fait, ce que tu viens de dire là, c'est marrant parce que je pense que dans nos discours, on cherche tout le temps à être, soit être complètement noir, soit être complètement blanc, et ça manque complètement de nuances. Mon avis, tu vois, sur la question, si vraiment je reste focus là-dessus sur la glace, donc c'est pas forcément ça l'objet, mais c'est que si tu t'es fait mal sur un mouvement quelconque, et qu'ensuite tu te mets de la glace et que ça te fait du bien, bah fais-le en fait. Enfin, si ça te fait du bien, fais-le. Par En fait, contre, je te dirais aussi que c'est insuffisant, qu'il va falloir aller un peu plus loin, parce que si la douleur persiste, c'est pas la glace qui va te faire aller mieux. C'est le vrai travail, ce qui va vraiment te soulager sur le moyen long terme. Si tu as des douleurs, ce sont les exercices, ce sont les mouvements répétés, c'est l'isométrie, etc. Mais si en plus de tout ça, tu te mets un petit poche de glace ce soir bah, et que ça te fait du bien, bah vas-y. Mais tu vois, pour moi, c'est pas être complètement contre ni être complètement pour, c'est prendre un petit peu le meilleur de tout, et puis c'est ça qui va te faire que tu vas aller mieux sur le hmm, moyen long terme, en fait. je suis carrément d'accord avec toi. Déjà, au sujet de la douleur et au sujet de la glace, au sujet du Ouais. chaud, au sujet du mouvement, en fait, faut comprendre déjà comment fonctionne notre société. Notre société, c'est une société qui aime la bagarre, qui aime la guerre, qui aime comment dire, la polémique. Et en Oui, fait, bah, bien sûr, ouais. quand on va comprendre ça, on va se dire, bah, écoute, le business des gens, déjà, ça va être de toujours trouver la faille pour avoir en fait sa différence. Mhm. La différence, ça va être du coup, moi je pense enfin, je pense à l'inverse de ce que pensent les autres. Donc, je vais attirer l'attention et cette attention, ça va être, ok, je veux en savoir plus de ce que raconte le monsieur. Je vais acheter sa dernière formation ou alors je vais aller avec lui. Il y a un peu ce biais qui se crée de, je fais différemment, donc j'ai quelque chose à t'apporter. Ouais. Alors, sur le sujet de la douleur, en effet, ce qu'on pensait avant, ce n'est plus forcément d'actualité et ça ne le sera plus encore dans 10 ans. Ah oui, La médecine, c'est quelque chose qui évolue, mais juste, je vous donne un exemple, mais en ce moment, enfin, ça fait, on va dire, une vingtaine d'années qu'on étudie tout ce qui se passe dans le microbiote intestinal, et on est en train de faire des liens de fous malades, comme quoi, voilà, le microbiote a vraiment un effet sur nos émotions et tout. Alors que Mhm. de base, on pourrait se dire, ouais, bah, le microbiote, quoi, c'est là où il y a la chiasse et basta, quoi. En fait, on apprend des choses de fous malades en Le médecine. deuxième cerveau. Ouais, non, mais c'est ça. Je pourrais faire un épisode entier sur le microbiote. Likez si vous voulez. Et là, du coup, on en arrive avec le sujet de la douleur, qui est un sujet ultra intéressant parce qu'en fait, si on se base sur un petit peu l'histoire de la douleur, jusqu'à maintenant, enfin jusqu'à, allez, il y a 5-10 ans, la douleur, qu'est-ce que c'était? C'était un signal, ton corps a mal, il faut que tu le protèges, et Mhm. basta, on s'arrête à ça, on fait T'arrêtes de tout, bouger. ouais, on fait tout pour ne plus avoir mal. On fuit Voilà. la douleur, c'est un signal qu'on ne doit pas ressentir. Ouais. Donc ça, c'était un peu l'histoire de la douleur. Et c'est pareil sur les émotions. À l'époque, c'est lié, hein. À l'époque, t'étais un homme, t'avais pas le droit de pleurer. Aujourd'hui, de nos jours, on encourage les hommes à pleurer. C'est un peu Mhm. pour vous dire comment les mentalités ont aussi évolué avec la douleur.
Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec ce sujet. Et du coup, qu'est-ce que directement disent les études sans pour autant aller vraiment dans les détails? Qu'en gros, bah, la douleur, c'est par moment un signal qui peut être exacerbé. Du coup, c'est comment dire une sorte de traumatisme en fait, où par exemple, bah, votre corps va vous envoyer un signal de douleur alors qu'il n'y a pas foncièrement grand-chose. Il y a même peut-être rien. En fait, on ne saurait pas vraiment donner de définition à la douleur, étant donné que la douleur peut être présente pour une cause qui est, je sais pas, vraiment mécanique, une fracture, une déchirure, une tendinite, bref, quelque chose qui est réellement présent, tout comme une douleur qui peut être d'ordre, ils appellent ça psychosomatique, quelque chose en fait qui n'a pas vraiment de... C'est un peu le malade imaginaire. C'est le mec qui va vraiment ressentir des signaux de douleur de fou. Mais en fait, à chaque fois qu'il va chez le médecin aux urgences, bah, vous avez rien. Et du coup, bah, lui, il se retrouve là en mode, bah, j'ai des douleurs. Qu'est-ce que je peux faire? Comment ça se fait? Bah, en fait, le travail, peut-être qu'il vient tout simplement sur un travail de désensibilisation, en fait. Faire comprendre à ton corps que, OK, tu n'es pas en danger. Souvent, le corps, il envoie un signal parce qu'il se sent en danger. Et du coup, ça va être un travail qui va être autre. Mais tout ça pour dire que, en fait, la douleur, c'est pas forcément quelque chose du coup qu'il faut fuir. Au contraire, par moments, il faut savoir l'écouter et il faut savoir la comprendre. Et ça, c'est le plus dur, et c'est pour ça qu'il y a vraiment des métiers qui sont spécialisés dans ça. Si on parle du coup de comment dire, le mettre du froid quand on a une douleur. Qu'est-ce qu'on disait avant? On disait que mettre du froid, du coup, ça réduisait l'inflammation. Donc, réduire l'inflammation, c'est vu que l'inflammation, c'est ce qui crée de la douleur, c'est régler le problème. Sauf qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des nouvelles études qui nous disent que l'inflammation est nécessaire pour la reconstruction des tissus et donc l'adaptation bah, de la cheville, par exemple, que tu viens de fouler ou je ne sais quoi, et que du coup, mettre du froid directement après, bah, pendant que l'inflammation aiguë est en train de se créer, bah, mettre du froid directement, en fait, ça retarde cette inflammation et peut-être que sur le moment, ça ralentit ta douleur parce que ça ralentit l'inflammation, mais du coup, sur le long terme, en fait, ça va empêcher une bonne cicatrisation et donc ça, comment dire, encourage la récidive. C'est un peu le principe aussi de la. C'est marrant parce que j'ai un pote qui a ça. Il a tout fait ce qu'il fallait pas faire. Il a mis du froid, il a pris des anti-inflammatoires et il a mis qu'on avait ça, une attelle. En fait, c'est tous les produits qui vont réduire l'inflammation, donc momentanément te faire du bien, mais qui sur le long terme peuvent du coup encourager la récidive de par le fait que la structure n'a pas été, n'a pas été cicatrisée comme il faut et en plus ça n'a pas eu de renfort. Généralement, c'est tu mets la telle et en plus tu bouges pas. Donc sur ce que tu auras peut-être plus mal dans 15 jours après, mais comme tu l'as dit, il n'y a pas eu de renfort ni rien et en fait, bah, du coup, tu es devenu entre guillemets fragile et bah, un mois après, tu retournes faire un foot avec tes potes et puis bah, la première occasion, bouf, c'est reparti quoi. Exactement. Mais du coup, tu avais raison dans dans le fait que, en fait, par moment, c'est bien aussi de genre ne pas souffrir le martyre sur le moment et du coup, bah, de canaliser la douleur. Donc, typiquement, voilà, mettre un petit peu de froid, c'est pas non plus ce qui va vous tuer. Mais en fait, ne vous reposez pas sur uniquement des, comment on pourrait appeler ça? Tu sais, quand on fuit une situation ou enfin des moyens d'échapper en fait. Genre Des moyens un peu passifs, un peu faciles. ouais, c'est ça, c'est ça. Ce que je dis souvent. Alors moi, j'ai eu pas mal d'athlètes qui sont venus avec des douleurs, donc déjà d'avant ou même qui se sont créées pendant le coaching, ce qui est normal. Et qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent, ouais, Max, je vais aller chez le médecin. Alors moi, qu'est-ce que je dis en premier? C'est bon, bah je sais déjà ce que le médecin va te dire. Je te préviens, il va te dire ça. Et du coup, s'il dit ça, tu me dis bien qu'il t'a dit ça. Et ensuite, on en discute tous les deux. Et généralement, c'est ça. Hein, c'est le médecin qui arrive et qui dit, OK, alors déjà, il va donner un diagnostic qui est sûrement à 90% faux. Parce qu'en fait, les médecins, malheureusement, c'est trop généraliste. En fait, si tu vas chez le médecin généraliste, il va te donner un diagnostic voilà, un peu à la Walligen. Et il va te dire de te reposer. Plus anti-inflammatoire, etc. Donc, tout ce qu'on vient de dire. Donc, il y a un truc qui s'appelle le Peace and Love. Donc, je suis en train de chercher exactement la définition pour vous l'expliquer parce qu'en fait, c'est ce qui est en train de sortir en ce moment. Donc, le Peace and Love, en fait, c'est quoi? C'est protection. Donc, c'est ce qui va se passer après par exemple, une entorse. C'est cesser toute activité provoquant de la douleur lors des premiers jours. Élévation, soulever le membre atteint le plus souvent possible, de sorte qu'il soit plus haut que le cœur. En gros, c'est pour une question de circulation sanguine. Anti-inflammatoire et éviter.
s'abstenir de prendre des anti-inflammatoires et d'appliquer de la glace. Donc, c'est pour ce qu'on vient d'expliquer. Mm. Compression, installer un bandage élastique ou encore mieux un taping compressif pour réduire le gonflement initial. Donc ça, je ne sais pas si ça va dans le sauce du Peace and Love, mais en tout cas, c'est écrit. Éducation, enseigner les bonnes pratiques afin d'éviter la surinvestigation médicale, la surmédication et les modalités passives inutiles. Donc, c'est le fait d'aller chez le médecin 4 fois parce qu'on a mal, c'est le fait de mettre une attelle, etc. Et Love, c'est load, quantifier son stress mécanique en intégrant de la mise en charge et du mouvement sans occasionner de douleur. Donc, en gros, c'est bouger en s'adaptant au niveau de la douleur. Donc, comment on fait? On peut mettre un RPE au niveau de l'intensité. Donc, par exemple, je ne sais pas, vous avez envie de continuer à vous entraîner. Bah, en fait, au lieu de mettre un RPE au niveau de l'intensité de la charge, vous allez mettre un RPE au niveau de l'intensité de douleur. Jamais je dépasse RPE 4. Si je dépasse RPE 4, c'est que je suis dans le travail contre-productif. On peut mettre ça en place. Optimisme, être confiant, positif, conditionner son cerveau en vue d'une guérison optimale. Forcément, c'est comment dire, c'est la narration interne en fait. C'est vraiment la visualisation de la réussite, visualisation positive. Qui va forcément pas créer d'inflammation parce qu'on crée de l'inflammation quand on stresse. Donc ça va de soi en fait. Et du coup, pour finir, vascularisation. Donc c'est pour l'afflux sanguin en gros. C'est voilà, amener les nutriments qu'il faut pour la cicatrisation. Et l'exercice, donc c'est favoriser un retour à la normale de la mobilité, de la force et de la proprioception en adoptant une approche active. Donc c'est aussi apprendre de sa blessure et savoir travailler sur les axes pour renforcer, pour ne plus que ça arrive, tout simplement. Oui, donc, renforcer l'axe blessé. Voilà. Exactement. Donc je pense que là, on a fait le tour, entre guillemets, de maintenant qu'est-ce qu'on doit mettre en place quand on a une douleur et une blessure. Si tu as des choses à développer, peut-être sur toi, comment dire, si tu as un témoignage à apporter sur quelque chose que tu as mis en place avec un de tes clients. Moi, j'ai pas mal de personnes qui ont des petites douleurs au quotidien, qui ont même eu des vraies blessures. Moi, c'est un peu, de toute façon, c'est ça ma spécialité. Là, je suis une athlète badiste qui s'est fait des ligaments croisés il y a plus de 6 mois, qui a galéré au niveau de sa reprise, qui maintenant en plus se tape un syndrome fémoro-patellaire en plus, enfin, tu vois, la totale. Du coup, je la remets en charge progressivement et là, ça fait peut-être 10 semaines que je la suis. Et ça va beaucoup mieux, tu vois, on commence à réintégrer du squat, là, squat à 45-50 kilos, alors qu'en début, quand je l'ai eu avec elle, c'était impossible de casser la parallèle avec une barre de 10 kilos, tu vois, sur les épaules. Enfin, c'était tout de ouf. J'ai un gars aussi que j'ai en coaching depuis octobre, il fait une fracture du talus, une grosse fracture du talus, pareil, un badiste aussi, qui là maintenant commence à faire pas mal de pliométrie, commence à courir, etc. Donc des choses comme ça. Enfin bref, j'ai plein d'exemples comme ça. Mais en fait, moi, ce que je veux dire, c'est comment je réagis face à un client qui a des douleurs, qui a des blessures. En fait, pour moi, ça part toujours d'un bilan, d'un bon bilan à réaliser. Ça te permet de gagner du temps, ça te permet d'économiser de l'énergie, d'être plus spécifique pour après avoir une meilleure rehab. Et pour ça, moi, j'utilise toujours un peu le même mode de fonctionnement que j'ai pas inventé, que j'ai appris auprès des formations, des kinés que j'ai pu suivre. Et aller diviser en vraiment ces 4 étapes, que je pense que ça pourra te servir à toi, même à ceux qui nous écoutent. Pour moi, la première étape, c'est réaliser une bonne anamnèse, on va prendre du temps coaché. Donc, c'est poser des questions orientées, poser des questions ouvertes à la personne pour savoir quelle est la douleur exacte, quand est-ce qu'elle est apparue, comment elle s'est produite, à quelle intensité, si un mouvement il accentue ou diminue la douleur. Vraiment prendre le maximum d'informations sur la douleur de la personne. Ça, c'est une grosse partie de l'anamnèse et on le sous-estime un petit peu beaucoup. Alors, je te coupe juste pour rebondir sur cette partie-là qui est ultra intéressante. Ouais. Alors, j'entends trop souvent des athlètes qui sont pas assez éduqués sur ce sujet, qui vont t'amener la douleur, qui vont te dire, bah, écoute, là, je me suis fait mal au dos. Ils vont te dire, je me suis fait mal au dos, j'ai arrêté ma séance, et ils vont repartir dans leur train-train. Et moi, je me dis, mais à quel moment tu te dis déjà, je vais dire à mon coach, je me suis fait mal au dos. Tu t'es fait mal au dos où exactement? Oui, voilà, oui. Déjà, c'est ça. En fait, et j'ai l'impression que la douleur, c'est une fatalité. Tu sais, ces gens-là, ils ont la douleur et hop, c'est une fatalité, c'est fini. C'est ça. Non. Si les gens étaient éduqués sur le sujet, mais une douleur, si on la localise très vite, en fait, plus vite on la localise, plus vite on travaille dessus, plus vite on peut l'enlever en fait. Donc vraiment, voilà, moi je sais qu'il y a pas mal de coachs qui m'écoutent aussi. Les gars, faites vraiment poser plein de questions. Même si c'est des questions farfelues, demandez à la personne, mets-toi en dos rond maintenant tout de suite, tu me dis ce que tu ressens. Faites vraiment, comme dit Baptiste, une anamnèse qui est vraiment développée et qui va vous amener un maximum de réponses. Et si vous n'avez pas forcément de réponse à, comment dire, vous posez des questions, mais
vous savez pas trop quoi en faire, vous donnez toutes les réponses à un professionnel, si vous avez Ouais, un bah pote dans voilà. votre entourage, je sais pas quoi, et au moins, même pas. Au pire des cas, vous dites à votre athlète, bah, écoute, je te fais un bilan de ce que tu m'as dit, tu déposes ce bilan au kiné que tu vas avoir dans une semaine, et tu vois avec lui. Exactement. Donc voilà, pour moi, ça c'est la première étape, c'est l'anamnèse. C'est hyper important de connaître le contexte dans lequel la douleur se crée et comment elle s'est produite. Donc ça, c'est hyper important. Ça, c'est la première étape. La deuxième, c'est après, c'est ce que tu disais, c'est évaluer la mobilité de la personne. Donc c'est d'abord observer la mobilité passive, voir si tu vas te dire, ah, c'est fait mal au dos, tu te dis, ok, bah, baisse-toi un peu en dos rond. Si 2 semaines avant, elle arrive à toucher le sol avec ses mains et là, elle arrive à peine à dépasser les genoux avec ses doigts, c'est bah oui, il y a eu une perte de mobilité. Donc passive, active. Il faut essayer aussi de regarder toutes les articulations concernées, la comparer au côté sain, voir si bah, ton bras, tu arrives à l'envoyer ici au-dessus de ta tête, mais l'autre bras, tu arrives à l'envoyer là, il y a une grosse différence. Ouais, c'est quelque chose qui se passe. Donc, tu vois, ça c'est des choses que tu peux noter, dire, OK, bah, bras droit, bras gauche, il y a une différence. Donc ça, c'est important. Ça, c'est la deuxième étape, tu évalues la mobilité. La troisième étape, c'est après, ça c'est plus si tu es en présentiel, mais ça peut se faire aussi en distanciel. Moi, j'ai pas mal d'outils là-dessus. C'est utiliser des tests pertinemment pour voir si s'il y a un muscle ou pas qui va être ciblé. Donc moi, j'ai un exemple qui me vient souvent en tête, c'est un test pour l'épaule que tu connais peut-être, c'est le test de Job, ça te parle? Ouais. C'est un test voilà, pour tester, qui est assez connu pour tester le supraépineux. Il peut s'arriver, souvent il s'avère assez régulièrement positif quand tu as une douleur d'épaule. Et en gros, quand tu as un test de Job positif, c'est que bah, en gros, tu as une tendinopathie du supraépineux. Mais si tu en restes juste à ça, Mm. c'est oublier aussi le rachis cervical qui peut aussi très 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 souvent intervenir dans des douleurs d'épaule. Et du coup, il va corrompre mon test. Pour autant, tu peux avoir un test de Job positif. Donc, Ouais. tu vas te dire, OK, bah, c'est bon, tendinopathie du supraépineux, je fais à fond de l'arrière là-dessus. Mais en fait, ton supraépineux est peut-être hyper en forme. Et en fait, Mm. ta douleur, elle vient du cervical. Donc, du coup, des fois, les tests, faut y faire Ouais. un petit peu attention des fois, quoi. C'est comme quand tu as une douleur au dos qui veut pas partir et tu décides d'aller faire une imagerie en Ouais, dernier recours. Et en fait, sur l'imagerie, on voit une hernie. Voilà. ouais, On voit du coup un problème. En fait, il y a de grandes chances que ça soit pas forcément l'hernie qui cause ta ouais, bien douleur. sûr. Pourtant, bah, du coup, tu vas avoir fait une analyse bah, du coup, de ton dos et tu vas te dire que c'est forcément ça. Ouais, Et là, on en vient dans un nouveau problème qui va être, bah, du coup, vu qu'une hernie, c'est des fois très compliqué à cicatriser, bah, en fait, on part du principe que tu vas avoir mal tout jusqu'à cicatrisation. Si dans ta tête, tu te mets directement, enfin, en fait, tu coupes toutes les autres sources de possibilités. ouais, bien sûr. Donc, c'est super intéressant ce que tu dis. C'est encore une fois, OK, il y a un test qui répond positif, mais est-ce que je m'arrête à ça? Non, je vais Voilà, faut chercher quand aller même plus plus loin. loin. Exactement, faut aller plus loin. Faut aller plus loin. Donc, tu vois, si je récapitule, la première étape, c'est l'anamnèse. Deuxième étape, c'est bah, évaluer la mobilité. La troisième, c'est utiliser des tests pertinents et les remettre dans leur contexte, ne pas s'arrêter que à ça, ne pas être figé là-dessus. Il faut élargir un petit peu son spectre. Et la dernière étape, bah, c'est après évaluer les performances musculaires. Parce que bah, pour bien choisir les exercices de rehab et de modification des symptômes, bah, il faut tester de manière spécifique certains muscles clés dans la douleur, voir s'ils arrivent à s'activer, s'ils ne s'activent pas, et si quand ils s'activent, est-ce qu'ils répètent la douleur. Du coup, bah, tu lui dis, bah, quand tu lèves son bras au-dessus de la tête ici, est-ce que tu as ton infra-épineux qui vient s'activer, qui te fait mal? Bah, il y a peut-être un truc à creuser là-dedans, ou pas. D'accord? Il faut vraiment mettre un petit peu tout ça en contexte. Et du coup, une fois qu'on a tout ça en tête, et bah là, après, on peut construire un programme de réhab personnalisé. Et bien sûr, et ça tu l'as dit tout à l'heure, tout ça ne fonctionnera que si la personne elle vous fait confiance et elle croit au processus. Parce que tu as beau avoir le meilleur programme de rehab, si la Mm. personne ne croit pas en ce que tu fais, si elle n'est pas concentrée dans le processus, ça ne fonctionnera pas. Parce que l'aspect psychologique est ultra, ultra important dans tout ce qui est question des douleurs, etc. Si le Mm. cerveau y croit pas, il y a de très fortes chances que la rehab elle se passe pas bien. Et c'est pour ça que la confiance entre le coach, l'élève, elle est ultra, ultra importante là-dessus. Il faut que votre coaché ait confiance en vous dans ce processus-là. Et c'est à vous de lui expliquer pourquoi vous faites tel mouvement, pourquoi vous lui faites faire tel test, pour qu'il se mette en confiance et que Ouais. il vous suive un peu les yeux fermés, quoi. Ouais. Mais ça, c'est pour, comment dire, c'est pour tout, hein, que ce soit un suivi réhab, un suivi muscu, un suivi Oui, power. oui, bien sûr. En fait, le meilleur, enfin, pour que ça marche, en fait, c'est que la collaboration soit à son top, que l'athlète soit aussi autonome sur sa réhab, sur sa progression. Ouais. Du coup, quand je dis autonome, c'est que l'athlète cherche à conscientiser tout ce qu'il fait pour Mhm. comprendre, en fait, là où il va.
comprendre, mais aussi s'informer. Genre, c'est pas, en fait, n'attendez pas uniquement de votre kiné, de votre coach ou je ne sais quoi, qui vous donne des choses et que vous, machinalement, vous les exécutez. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est vraiment, comme on disait tout à l'heure, hein, par moment, tu peux avoir mal alors que t'as rien. Parce que Mhm. justement, il se passe quelque chose dans ton cerveau. Donc, c'est la même chose. Si vous avez mal et qu'il n'y a pas forcément une cause structurelle, en fait, on vous fera faire tous les exercices du monde. Si mentalement, en fait, vous croyez pas en les exercices ou vous le faites machinalement, bah, ce côté un peu psychologique, placebo peut-être, ça fonctionnera même pas en plus. Mhm. Parce que des fois, je pense que ça arrive à plein de kinés de tester un peu au hasard tu sais, je sais pas, un exercice de réhab ou un axe, de tester. Et en fait, ça fonctionne, mais bah, le mec, il est même pas persuadé que c'est grâce aux exercices, tu vois. Ouais, bien sûr. Et par moment, je pense que ça arrive parce que justement, le gars que tu encadres, il est ultra, ultra confiant. Genre, je sais pas, peut-être que tu as un kiné de renom, du coup, il se dit, ah, forcément, avec ce kiné, je vais m'en sortir. Il croit à 100% en tes capacités. Tu vas lui donner un truc qui est pas forcément. Enfin, tu te dis, ouais, je fais un test, quoi. Ça fonctionne sur lui parce que le mec, il y croyait. Donc, comme disait Baptiste, soyez ultra investi et quand vous donnez dans les mains de quelqu'un votre progression, votre réhab ou je ne sais quoi, faites-le confiance à 100%, ça fonctionnera beaucoup mieux en fait. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Donc, Et ouais. un dernier petit point avant d'en changer de sujet, c'est que tu parlais de ces douleurs des fois persistantes qui duraient même si à l'imagerie il n'y avait rien. En fait, c'est complètement vrai ça. Tu peux t'être blessé, par exemple, à l'épaule, une douleur à l'épaule, etc. Pour autant, tu vas faire une imagerie 6 mois plus tard, l'imagerie va rien montrer, mais pour autant, tu auras mal. Parce qu'en fait, les chemins, le chemin nerveux se fait plus, et en fait, ton corps s'est tellement habitué à cette douleur que tu avais, en fait, cette douleur elle va rester. Même si mécaniquement, d'un point de vue biomécanique, il y a plus rien du tout. Structurellement, ton muscle n'a rien, ton tendon n'a rien, mais il y aura quand même des fois une douleur persistante qui va rester. Et souvent, ces douleurs-là sont très frustrantes pour les personnes parce que du coup, elles vont voir le médecin leur dit bah non, vous avez rien, l'imagerie montre qu'il n'y a rien, mais pour autant, toi, tu as mal. Donc, du coup, tu as l'impression de passer pour un fou des fois en disant bah ouais, mais j'ai mal, c'est quelque chose, tu vois. Et Mm. du coup, bah, ça, ce que je dis souvent à des personnes qui viennent me voir ou qui me contactent quand ils ont ces douleurs-là, bah, c'est il faut bouger en fait. C'est le mouvement qui va les faire qui vont aller mieux. C'est des fois on le sous-estime aussi beaucoup, mais le travail cardio peut faire que ça peut diminuer ces douleurs-là. C'est de faire du travail isométrique, c'est de faire des mouvements répétés. Et tout ça mis bout à bout fait que petit à petit, bah, en fait, on va désensibiliser le tissu qui est concerné et la douleur va disparaître. Donc voilà, si vous êtes concerné par ces petites douleurs-là persistantes, même si des imageries ne montrent rien, ne perdez pas espoir, il y a des Et choses à faire. contactez Baptiste. Oui. Ou contactez-moi, j'ai des petites connaissances quand même. C'est vrai, ça. Mais ok, ok. Je pense qu'on a fait le tour de la douleur. Je Ouais, réfléchis si. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. On a un peu parlé en gros, mais ouais, si je devais faire moi une petite conclusion, c'est juste ne diabolisez pas la douleur et voyez-la aussi comme une alliée. ouais, Juste ça. À méditer. c'est ça. Ok, bah écoute, je te laisse poser bah, du coup ta dernière question normalement. Ouais, ouais. Donc, dernière petite question. Donc là, bah, comme tout à l'heure, c'est une question qui m'intéresse moi personnellement, mais qui intéressera d'autres personnes. C'est sur le déload en fait qu'on fait en power. Comment est-ce que tu gères les phases de déload avec tes athlètes? Est-ce que tu en fais vraiment systématiquement entre chaque bloc, même si ton athlète il n'en ressent pas forcément le Ouais. besoin? Ou est-ce que tu fais en fonction de chacun, savoir pour un, ce sera toutes les 4 semaines, pour l'autre, ce sera toutes les 6 semaines, ou pour d'autres, pas du tout, parce qu'ils n'auront pas du tout le besoin. Voilà. Comment est-ce que tu gères un petit peu de manière individuelle les phases de déload avec tes athlètes Hmm. au Bah quotidien? alors, du coup, si je devais te répondre d'une façon super simple, Ouais, je gère au cas par cas. ok, Je gère au cas par cas. En ok, fait, déjà, il faut revoir la notion de deload et comprendre un petit peu aussi les enjeux. Le deload, c'est quoi? Donc, dans les faits, c'est une phase où, en fait, on va descendre en intensité, descendre légèrement le volume, pour vraiment que, voilà, au niveau structurel, au niveau nerveux, l'athlète puisse récupérer tout simplement d'une grosse mhm, phase d'accumulation ou je ne sais quoi. Les enjeux, du coup, ça va être vraiment cette récupération. Maintenant, ce qu'on cherche à comment dire, conserver, c'est ce momentum qu'on va avoir créé tout au long de ce suivi. Donc, ouais, cette séance, cette dynamique, on va essayer de la conserver. Un deload mal géré ou un deload un peu imposé
ou mis à un moment où c'était pas forcément intéressant peut amener une grosse phase de désentraînement. On a souvent, je sais pas, affaire à ce deload où l'athlète le vit vraiment mal, s'ennuie extrêmement à l'entraînement et en fait, il t'exprime une grosse fatigue due un peu à cette, comment dire, à ce manque de stimulation, etc. Et ça, faut faire attention. Alors, j'entends beaucoup de coachs qui disent c'est normal de te sentir fatigué en deload, etc. Oui et non. Pour moi, si l'athlète pétait le feu à la fin du bloc, il y a cette phase un peu de décompensation qui arrive sur le deload. Mais par moment, c'est peut-être aussi parce que le deload, il est peut-être trop agressif ou qu'il était juste mal choisi et au C'est mauvais pas le moment. bon temps, quoi. C'est ça. Et moi, j'ai fait cette erreur du coup dans mes débuts de coaching. Dans mes débuts de coaching, mes blocs, c'était 5 semaines, 4 semaines de bloc, 5 semaines de deload. Qu'importe l'objectif du bloc, il y a Une toujours semaine de le deload. deload à la fin. Toujours. Et le deload, il se reprenait. En fait, c'était quoi? C'était ma semaine 1, je la reprenais en adaptant un peu le volume. Donc, en gros, les charges ne bougeaient pas tant que ça, mais le volume est adapté. Donc, il y avait peut-être moins de séries et on descendait un peu l'intensité sur les assistants. C'était ça, mes deloads. Ok. Aujourd'hui, j'ai une approche complètement différente. Moi, mon deload va passer plus par des blocs d'introduction. En fait, ce que je vais faire, c'est que je programme un macro-cycle, donc toujours 3 blocs ou 4 blocs, ça va dépendre, de différentes semaines. Et mon macro-cycle commence généralement toujours par une introduction sur 3 semaines qui est plus ou moins grande en intensité, enfin plus ou moins haute en intensité et plus ou moins haute en termes de volume. Et là, ça va dépendre du coup de l'athlète. J'ai des athlètes qui ont une capacité de travail qui est vraiment gigantesque et leur vie et même leur façon d'être fait qu'ils peuvent encaisser une introduction assez élevée en intensité avec je sais pas, un RPE de semaine 1 un petit peu plus élevé. Il y en a d'autres où vraiment je vais, comment te l'expliquer? Bah, je pense que comment dire, tu programmes un petit peu en RPE, toi? Oui, oui, beaucoup. Oui. Ouais, ok. Bah, par exemple, il y a certaines introductions, je vais faire commencer l'athlète vraiment sur un RPE sub 6, vraiment Ok. très, très, très léger. Et il va terminer le bloc de 3 semaines sur un RPE 7. Voilà, Ok. vraiment un 3 semaines où le gars doit du coup vraiment récupérer à 100%. Et du coup, moi, je prog aussi, enfin, c'est un RPE cap avec une charge calculée à partir d'un pourcentage, donc c'est un petit peu particulier, mais du coup, je drive un petit peu à partir de ça. Et en fait, quels vont être du coup les avantages de cette introduction? Alors, ça va être différent pour chaque athlète. Il y a certains athlètes du coup qui ont besoin de reprendre confiance en eux. Donc, pour reprendre confiance en eux, qu'est-ce qu'on cherche à faire? On cherche à du coup recréer du momentum pour que, à partir de cette introduction, crescendo, on puisse remonter sans perdre de confiance, qu'en accumulant. Genre, typiquement, finir une séance toujours sur une bonne note. Vu que ça a été simple, je termine sur une bonne note et je sens que j'en ai énormément sous le pied. Je recrée cet élan et de bloc en bloc, en fait, j'augmente l'intensité. Et vu que cette intensité, elle est drivée par ce momentum, en fait, il y a très peu de chances que cet athlète qui, du coup, a perdu confiance sur un bloc ou je ne sais quoi, du coup, retombe dans une phase de down. Et du coup, tu l'amènes et tu peux l'emmener à son plus haut niveau comme ça, vraiment en repartant de très très bas. Par contre, il y a certains athlètes, si tu les fais repartir de trop bas, il y a un pic des entraînements qui arrive et ça casse carrément la dynamique. Il y a certains athlètes, il faut qu'ils restent très très haut, enfin plutôt haut, pas très très haut, mais plutôt haut en intensité et même au niveau du volume à l'année. Donc ça va dépendre. C'est des tests qu'il faut amener. Maintenant, forcément, un bon coach, c'est celui qui connaît son athlète et on ne connaît pas son athlète en 3 blocs. Donc c'est quelque chose qu'il faut tester. Hein. Ouais. Il faut aussi savoir se louper pour réussir à savoir ça. Donc ça va être les 2 grosses différences. Et maintenant, le deload au sens propre du terme, je fais rarement des semaines de deload. Genre, généralement, ça va être plus des blocs axés. Ouais. D'accord. Ce que j'aime bien faire par moment, c'est peut-être des semaines de pivot. Donc, ça va être plus en fait, le pivot, c'est, je ne sais pas si tu connais RTS, c'est une structure de coaching en powerlifting qui sont assez connues. Et Ouais. le pivot, ça va être un deload un peu remasterisé. Ça va être un deload où on va être beaucoup moins spécifique. On va Ok. limite, on va pas exécuter de squat, de bench et de deadlift de la semaine, quoi. On va Ok. faire du renforcement. Donc ça, j'aime bien aussi. Ça permet aussi de faire, comment dire, pendant une semaine, l'athlète fait autre chose. Ouais, Genre, bah ouais, vraiment, il coupe un peu et du coup, au niveau de l'adhérence à l'entraînement, bah, il est content aussi de reprendre sur une semaine de power juste après, quoi. clairement. Donc ça m'arrive. Mais encore une fois, ouais, ça va être au cas par cas. Mais il faut juste vraiment bien gérer ces deloads pour garder cet élan et ne pas le casser en fait, parce que ça c'est vraiment l'erreur que je vois le plus
malheureusement chez certains de mes confrères, c'est que ils ont tendance à vraiment descendre trop drastiquement l'intensité et en fait, au lieu d'avoir l'effet bénéfique, de créer en fait un rebond et comment dire, et du coup de débuter un nouveau bloc sur la meilleure des lancers, en fait, tu te retrouves à avoir un athlète qui fait son deload. Il arrive sur le nouveau bloc et il met 3 semaines pour se réadapter. Il met 3 semaines pour relancer un peu la machine. Ouais. Là où moi, j'essaie de faire en sorte que le mec fasse son deload et que, allez, dès la semaine 2, il se ressente au top. Semaine 1, c'est un peu compliqué. Généralement, la semaine 1, elle est. Ouais, pas forcément, forcément. C'est ça. Mais Et, franchement, c'est une science très, 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 très compliquée. ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que je te posais cette question, parce que c'est vraiment une question qui est pas si simple, mais en fait, là, de ce que je retiens de ce que tu me dis là, et je pense que c'est un petit peu la clé sur quoi on peut conclure, c'est que la clé, c'est l'individualisation. C'est bien connaître son athlète. Et pour ça, ça prend un peu de temps. C'est pas en 2, 3, 4 semaines que tu vas bien connaître ton athlète et savoir que ok, lui, il a besoin d'un déload à tel moment. Non, ça prend du temps. Comme je dis, il faut tester, il faut faire des erreurs aussi. Ouais. Ça prend du temps. Et ça, il faut que l'athlète aussi l'accepte un petit peu. Et il faut vraiment communiquer. Ça, je pense que c'est aussi une des clés aussi, c'est vraiment communiquer entre l'élève et son coach. Et faut pas hésiter à ce que l'élève il dise quand il en a besoin, tu vois, qu'il sent que là, ça fait 2 semaines qu'il a des gros volumes, des grosses intensités, il sent le besoin d'en descendre un petit peu. Et comme tu dis, voilà, c'est de l'individualisation. Pour une personne, ce sera peut-être toutes les 4 semaines, pour l'autre, ce sera peut-être toutes les 8 semaines, pour une autre personne, ce sera peut-être même pas d'îlot du tout, parce qu'il n'en ressent pas forcément le besoin, parce qu'il se sent en forme au quotidien, et que le fait de cycler régulièrement ses barres va faire que ça lui convient. Et il faut pas, je pense qu'il faut éviter de mettre dans des cases, ok, toutes les 3 semaines, toutes les 4 semaines, il y a un Ouais. deload. Il faut faire au cas par cas, comme tu Parce dis. que ça se passe comment, toi Ça se passe comment, toi, au niveau du CrossFit comment tu planifies en fait Alors du crossfit, donc ça dépend. Enfin, moi avec mes élèves, je les ai en individuel. C'est plus simple. Du coup, ils me parlent. Moi, je Ouais, les brief vraiment au début du coaching. Je leur dis, ok, vous devez me parler. Je veux avoir des nouvelles de vous très régulièrement. Dites-moi comment se passent les entraînements. Dites-moi, enfin, vous me dites tout. Et c'est en fonction de ça. Au bout d'un moment, je commence à les connaître. Quand ça fait plus de 6 mois que je les entraîne, moi, vraiment 1 an pour certains, oui, je les connais bien et je sais qu'à tel moment, ils auront besoin d'un deload. Donc, Et du moi, je coup, suis vraiment actuellement, c'est comment une programmation type en CrossFit en deload, tu veux dire Non, mais par exemple, je sais pas, tu fonctionnes sous forme de bloc avec un deload à la fin. Enfin, comment ça se passe, toi Ouais, c'est un petit peu ça. Ça ressemble un peu à du power, hein. C'est vraiment c'est des blocs. Hein. C'est des blocs de. En général, c'est 3, 4, 5 semaines, tu vois. On va monter progressivement de semaine en semaine Ouais. en Chaque intensité. semaine, les mêmes, enfin, chaque semaine, les entraînements se répètent Ouais, globalement, ouais. En fait, c'est vrai que le CrossFit, c'est vraiment. On pense que c'est tout le temps différent, mais en fait, il y a Bah quand même ouais, des, c'est ça. il y a quand même des Les choses deux qui reviennent. clichés que On j'avais. va, toute la semaine, on va faire des squats, on va faire des mouvements d'haltéro, des complexes d'haltéro, etc. Donc, on va tout le temps en faire. Et en fait, là où ça va vraiment varier, c'est sur les WOD. Là, pour le coup, ça va Ouais. varier un petit peu. Ça varie un petit peu. Ok. Mais tu vois, même dans les WOD, en fait, on peut augmenter graduellement l'intensité, en fait. Ok, Ouais, en c'est ce semaine que j'allais te 1, demander, ouais. les WOD on va peut-être faire 3 WOD où l'intensité est modérée, plutôt simple, et puis un WOD où là, on va mettre ok, RPE 9-10, là, on y va, pleine balle, et on termine allongé au sol. Tu vois? Ouais. Et puis progressivement, au fur et à mesure qu'on va avancer dans les semaines, on va essayer de diminuer cette partie WOD un peu facile, modérée, et puis augmenter un peu plus cette phase WOD dure, intense. Tu vois. Et c'est un petit peu comme ça qu'on va gérer. Et même chose après pour les formats de renfo, de squat, etc. Là, on va monter en charge progressivement. Et puis une fois qu'on arrive un petit peu en apothéose, on va dire semaine 5-6, là, on va rediminuer un petit peu le volume. Pas forcément en intensité, mais surtout le volume, tu vois. Ouais, Et volume, puis ouais. on va repartir comme ça petit à petit. Donc moi, ça, Et je le fais de manière vraiment individuelle avec les personnes que je coach. Mais après, forcément, quand tu es en salle de CrossFit et que tu as 12 personnes à chaque cours tout le temps, en fait, tu peux pas faire d'individuel. Là, pour le coup, ouais. c'est vraiment, là, c'est pour le coup, là, c'est pareil pour tout le monde. Et ok, ils savent que ils ont 4 semaines un petit peu dures, et puis la cinquième semaine sera peut-être un petit peu plus simple. Là, pour le coup, on est obligé, fatalement, Bien sûr, bien sûr. d'un point de vue, comment dire, gestion, de faire un Gestion, peu ouais. tout le monde. Et au niveau du RPE, du coup, nous en powerlifting, ça va dépendre de ta manière de coacher, mais généralement le RPE va être un RIR. Ouais, Vous en CrossFit, typiquement en fait pour quantifier une intensité sur un WOD, ça va être un ouais. peu compliqué. Comment voilà un jeune coaché qui commence le CrossFit et qui n'a pas forcément une bonne conscience de ses capacités ou même comment tu vas gérer au niveau du RPE et comment Bah, tu le tu vois, définirais toi?
souvent, ils prennent le mur parce qu'ils tapent pas. Ouais, ok. Ils savent pas. Donc, en fait, ça se fait après de manière naturelle avec le temps, avec l'expérience, en fait, hein. Ouais. Il faut tester. Au début, ouais, tu vas leur dire, allez-y tranquille. Et moi, je les vois, je dis 3, 2, 1, go, vous partez. Et ma consigne, c'était allez-y tranquille. Et puis, je les vois sur le Ouais. rameur comme ça, à pleine balle. Ouais. Et je sais que ça va mal finir, tu vois. Mais c'est pas grave, parce que du coup, à la fin du WOD, je vais le voir. Je dis, bah alors, du coup, t'étais comment là en termes d'RPE? Il me dit, puis là, je le vois allongé au sol. Il me dit, ok, bon, j'étais peut-être pas, j'étais peut-être pas aussi bien, tu vois. Et puis, ok, bah voilà. Ok. Là, je lui dis, bah, ok, bah là, le WOD que tu as fait, là, pour moi, t'étais RPE 9-10. Bah, la prochaine fois, tu sais ce que ça fait d'être 9-10, bah, tu diminues un petit peu, tu vois. Donc, en Ok. fait, moi, souvent, je laisse prendre le mur parce que bah, c'est plus difficile à quantifier, comme tu dis, d'un point de vue cardio, tu vois. Donc, je laisse Ouais, prendre le cardio, mur, c'est. c'est plus difficile, tu vois. Et puis une fois qu'ils ont pris le mur, bah ok, là ils savent ce que c'est le RPE 10, bah maintenant ils savent aussi ce que c'est de diminuer un petit peu, tu vois. Et c'est un peu comme ça du coup je fonctionne de manière un peu plus ludique. C'est de cette manière-là que je l'apporte. Et en altéro, du coup, ça, tu vas programmer En uniquement altéro, RPE ou pour il y le a coup, ça du se rapproche. pourcentage? Bah, on bosse beaucoup en pourcentage en altéro, Ouais. vraiment beaucoup, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Sauf sur certaines montées en charge où des fois on va dire, ok, bah, sur ce complexe-là, on va monter RPE 8, tu vois. Mhm. Mais là, du coup, ça se base un petit peu bah, au ressenti. Donc, toujours, hein, on en revient au même problème, c'est de bien se connaître. Et aussi, on jauge aussi avec des répétitions en réserve, des rires aussi, hein, ça marche aussi, hein. Ouais. Ok, bah là, vous avez 2 squats clean à faire avec rire 1, donc enfin, tu vois, des trucs comme ça, ça marche aussi. Mais on bosse Ok. vraiment beaucoup, beaucoup en pourcentage en altéro. Enfin, du moins, Ouais. dans ma pratique à moi, c'est beaucoup en pourcentage. Bah ouais, de ce que j'ai pu voir dans la plupart des prog altéro, c'est pourcentage. Ouais, c'est beaucoup plus. Gros volume. Très, très gros volume. Ouais. Je sais pas si vous bossez comme ça, vous, mais ce que j'ai pu. Ouais, en CrossFit, de toute façon, en CrossFit, oui, hein, on bosse beaucoup en volume dans le sens où nous, bah oui, forcément, il y a certaines épreuves de CrossFit où on demande de soulever, d'aller chercher un RM au clean and jerk ou en snatch, ok. Mais surtout, en CrossFit, on demande surtout aussi de bouger des barres modérées et légères sur plusieurs séries, de Ouais, plus ouais, petites c'est ça. séries, avec du cardio en plus. Donc, c'est vraiment ça aussi. Il y a cet aspect-là qui rentre plus en jeu. Et ça qu'ils n'ont pas en haltéro. En haltéro, on Ouais. va pas leur demander d'enchaîner 10 snatchs d'affilée à 40 kilos. C'est pas ça. Ouais, ça. Après, ouais, comme je te disais, en altéro, enfin, il bosse avec un très très gros volume de ce que j'ai pu voir. Donc après, c'est pas tout. Je pense que c'est pas une vérité générale pour tous les Ouais, altéros, mais c'est amené de manière différente. On joue avec, en CrossFit, en haltéro, on joue avec une fatigue musculaire, nerveuse, etc. Parce qu'on va aller courir avant, on va aller faire du rameur avant, ouais, on va bah aller ouais, faire c'est du pas haltéro pareil. avant. Donc, quand tu reprends ta barre après derrière, tu n'as pas du tout les mêmes sensations que l'haltérophile à côté qui, lui, a juste, entre guillemets, juste sa barre à faire, tu vois. Mais ouais, c'est Ouais. vraiment deux approches complètement différentes. Ok, ok. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour du podcast. Ouais, on a bien En tout validé cas, aussi. ce fut un plaisir, mon Baptiste. Donc, bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, toutes les informations sur Baptiste, n'hésitez pas à lui envoyer un petit message. Ça vous Yes. engage à rien. Juste, voilà, si vous avez envie de voir un peu ce qu'il propose, envoyez-lui un petit message, ça me fera plaisir. Donc voilà, moi, je te réinviterai, hein. Je pense qu'on a plein d'autres choses à Oui, je discuter. pense qu'on a un autre sujet à réaborder encore. Donc voilà, bah, allez, je vous propose du coup de vous abonner si ce n'est pas le cas, de mettre un petit like, ça donne de la force. Les dernières stats sur les 2 premiers podcasts m'ont fait vachement plaisir et ça donne grave, comment dire, bah, grave envie de s'investir dans ce projet. Donc bah, si ça vous plaît, n'hésitez pas à nous encourager comme ça. Et on se dit bah, du coup à une prochaine pour un nouvel épisode qui arrivera du coup mardi ou mercredi de la semaine prochaine. Salut les gars. Il faut couper maintenant. Tac.